Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. On va parler de l'ISS, la Station internationale spatiale, centre de différents enjeux géopolitiques. Ainsi, on accueillera différents invités pour pouvoir découvrir ce fameux sujet qu'est cette station. Mais avant, amorçons cette discussion par une petite nouvelle très intéressante. Saviez-vous qu'il y a moins d'un mois, 4 scientifiques sont partis dans l'espace, justement en direction de l'ISS, mais la particularité, c'est que c'était une mission privée, c'est-à-dire que ce n'est pas un État qui a déclenché le démarrage de la fusée, le décollage de cette fusée. Non, en fait, c'est une collaboration entre Axiom Space et SpaceX, la fameuse entreprise d'Elon Musk, qui ont permis à cette troisième mission du nom de voir le jour. Ainsi, commençons directement avec la première invitée qui est Madame Sorbonne, une universitaire. Dites-nous, Madame Sorbonne, quand fut créée l'ISS et avec quels objectifs ? La ISS a été construite à partir de 1988 sous l'impulsion de la NASA et financée internationalement par 5 agences spatiales. Et sa structure tourne en orbite, passe à 400 km de la Terre. Et l'ISS accueille une présence humaine permanente chargée de réaliser des expériences scientifiques et elle permet également de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain lors de séjours prolongés dans l'espace. D'accord, je vois. Mais dites-nous, à cette époque, lorsque l'ISS a été créé, je pense qu'on était dans une période à peu près de la guerre froide en fait. Il y avait quand même de grosses tensions géopolitiques. Donc quel est le lien de la création de l'ISS avec la détente qui est la période lorsque justement ces tensions se sont un peu baissées? L'ISS incarna le contexte international d'après-guerre froide et les nouveaux objectifs pacifiques de relations interétatiques. Elle représente l'exemple le plus abouti de coopération spatiale internationale, réunissant les États-Unis, leur allié avec la Russie dans un système imposant un partage de responsabilités et de décisions. D'accord, donc vous nous parlez qu'il y a une collaboration assez forte entre ces différents pays. Mais donc, quels, en fait, concrètement, sont leurs liens et leur puissance au sein de cette ISS ? Oui, tous les pays présents dans l'ISS n'ont pas la même puissance et importance. Par exemple, l'Europe, le Japon et les États-Unis possèdent un laboratoire dans l'ISS, mais la puissance qui se démarque le plus à l'ISS, ce sont les États-Unis, qui ont 52% de ces agences spatiales qui ont réalisé des expériences scientifiques. D'accord, merci beaucoup Madame Sorbonne. Passons directement à notre deuxième invité. Là, on va explorer la dimension plus multilatérale de l'ISS et la multipolarité du monde, excusez-moi. Madame Osaka. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, définissons ce que c'est le multilatéralisme pour ceux qui ne le savent pas. Donc, dit simplement, c'est la coopération d'au moins 3 États dans le but d'instaurer des règles communes. Et la multipolarité, c'est un concept donc, qui décrit une situation dans laquelle plusieurs centres de pouvoir influent et se concurrencent dans un monde, dans les relations internationales. Donc on diffère maintenant d'un monde multipolaire dans lequel les États se limitaient à s'aligner sur l'un des 2 blocs dominants. D'accord, je vois. Mais dites-nous, quels sont les enjeux qu'amènent ces différentes relations ? Alors, je pense qu'il est important de savoir que l'espace est un espace qui n'appartient à personne. Et l'ISS est supposé être atteignable par tous. Donc, tous les États doivent pouvoir y aller. C'est donc moi, une japonaise, qui ai pu y aller en tant que scientifique. On retrouve aussi donc des Français, des États-Unis, bien sûr, des Russes, etc. Mais il y a tout de même des enjeux de puissance et des limites pour ces coopérations. Donc par exemple, de mon expérience, j'ai quand même vu que les États-Unis ont une certaine leadership dans laquelle, puisqu'ils ont eu l'initiative du projet et dû à leur puissance économique pour l'investissement
et le financement de l'existence de l'ISS, ils ont quand même une certaine influence plus grande que celle du reste des États. D'accord. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que certes, l'ISS a pour but original de unir un peu tout le pays. Il y a quand même, dû à la multipolarité du monde, certaines différences. Mais voyons en plus en concret, quelles sont ces limites en fait? Quelles sont les limites que pose la multipolarité? Alors tout d'abord, donc fin guerre froide, lorsque les relations entre les États-Unis et la Russie se sont améliorées, la capsule Soyouz, donc qui est utilisée pour aller vers l'ISS, est maintenant en territoire russe et sous le contrôle de la Russie. Donc pour aller à l'ISS, on doit forcément passer par la Russie. Donc ça pose déjà une certaine limite puisque il faut certaines conditions. Déjà, c'est très très cher d'aller à l'ISS. Combien? 80 millions. D'accord, donc en fait c'est vraiment un enjeu économique très important, cette capsule Soyouz. Voilà, il faut vraiment planifier avec avance exactement ce qu'on veut faire à l'ISS. Parce que envoyer quelqu'un, c'est pas si facile que ça. D'accord, je vois. Eh bien, merci beaucoup. Passons directement à notre troisième invité, là où on va plus se concentrer sur le sujet de la France. En fait, c'est personne d'autre qu'une représentante de l'ESA, Madame Stilo, qui va nous parler de Thomas Pesquet, la figure de la France dans l'ISS. Donc, dites-nous, Madame Stilo, qui est Thomas Pesquet? Donc Thomas Pesquet est un astronaute qui travaille pour nous. Il a une formation de base ingénieur aéronautique. En 2004, il deviendra pilote de ligne. Et en 2009, il va faire partie des 6 candidats retenus pour former et sélectionnés par notre entreprise, donc l'Agence spatiale européenne. C'est le 10e Français à partir dans l'espace en décollant le 17 novembre 2016. Et aussi, il a mené des centaines d'expériences, dont la moitié, elles ont été développées grâce à notre entreprise et dans notre entreprise. D'accord, je vois. Donc, de ce qu'on comprend, en fait, c'est juste un simple astronaute français, on pourrait dire, car c'est le 10e qui part dans l'espace. Mais pourquoi est-il si important, en fait, si ce n'est pas le premier français? Qu'est-ce qu'il a qui le diffère des autres? Donc, ce qui lui diffère des autres, c'est comment il est médiatisé. Lui, il va démocratiser la connaissance, car il est sur les médias traditionnels comme la télévision. Tous les réseaux sociaux, il en fait partie, ou du moins, les médias le représentent. Donc, Instagram, TikTok, X, anciennement appelé Twitter, même Snapchat. Et dans ce compte, il va démocratiser, comme je l'ai dit avant, la connaissance, expliquer ses expériences, expliquer ses aventures et comment devenir astronaute, permettant ainsi créer une image d'idole pour lui. D'accord, en fait, donc si Thomas Pesquet est aussi important dans cette idée de l'espace et de la France, c'est parce qu'il médiatise beaucoup tout son parcours. En fait, c'est presque une personne, une célébrité. Exactement. C'est une célébrité, il médiatise aussi le fonctionnement des institutions. C'est une célébrité, c'est une image publique, scientifique. D'accord, merci beaucoup. Passons à notre dernier invité pour conclure notre podcast. Celui-ci va nous parler d'un sujet qui est très intéressant, ce sont les entreprises privées. Comme je vous l'avais dit dans l'accroche du début de cette émission, les entreprises privées sont de plus en plus importantes dans le domaine de l'espace et du transport spatial. Donc, Madame Stella, que pouvez-vous nous dire sur les entreprises privées par rapport à l'espace ? Les entreprises privées sont des moteurs d'innovation technologique. Les entreprises privées existent telles que SpaceX, dont je fais partie, Blue Origin ou Boeing, et elles font massivement de la recherche et du développement dans les technologies spatiales avancées, ce qui va permettre de repousser les limites de ce que nous pensons possible dans l'espace. D'accord, je vois, mais quels sont leurs effets concrets dans la conquête spatiale? Quels sont les accomplissements que celles-ci ont faits? Les entreprises privées vont fournir une gamme diversifiée de services spatiaux essentiels. On va de la communication par satellite à la surveillance de l'environnement et à la navigation. Ces services sont devenus indispensables dans l'espace. On peut parler notamment de la NASA avec SpaceX, où le budget de la NASA est principalement de la part de SpaceX. De plus, les entreprises privées mènent des missions d'exploration audacieuses.
en s'attaquant à des objectifs ambitieux tels que l'établissement de colonies sur la Lune ou sur Mars. Et ces entreprises vont ouvrir des nouvelles frontières pour l'humanité. Notamment, l'entreprise SpaceX veut construire un hub dans la Lune pour pouvoir aller en Mars plus facilement. D'accord, donc en fait, elles sont très ambitieuses, ces différentes entreprises. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au point de dire qu'elles menacent les méthodes conventionnelles qui sont, disons, étatiques ? Alors, les entreprises privées contribuent de manière significative à l'économie spatiale, ce qui est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et leur activité génère des emplois, stimule la croissance économique et favorise l'innovation notamment, créant un écosystème dynamique qui alimente l'exploration et l'exploitation continue de l'espace. On pourrait parler d'une menace pour les méthodes conventionnelles due au fait que la quantité d'entreprises privées dans l'espace pourrait amener à un tourisme dans l'espace et donc à une commercialisation de l'espace. Donc, elle favorise à une exploitation de l'espace plus amplifiée, mais elle pourrait notamment menacer dans un futur par une commercialisation où uniquement les personnes qui auraient l'argent pour y aller pourraient aller dans l'espace. D'accord, merci beaucoup. C'est ainsi que nous concluons notre podcast. On peut retenir que l'ISS est source de différents enjeux très importants dans la géopolitique, que l'espace est comme devenu une prolongation de notre monde, de notre territoire. C'est tout un nouveau espace de conquête qui s'ouvre à nous, avec différents acteurs, tous plus importants l'un que l'autre. Merci beaucoup d'avoir écouté notre émission. Au revoir.